Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode hors série. Et oui, un nouveau. Alors, pourquoi hors série ? Parce que déjà, ça rentre pas tout à fait dans la saison régulière des épisodes du podcast Devenir Triathlète X Open Tri, mais hors série aussi parce que samedi soir, j'ai eu la chance d'être invité par Amélie et Yves-Antoine à participer à la première soirée nage en eau libre, la première soirée Open Water organisée par Open Sky Moment. Alors Open Sky Moment, si ça vous parle pas, réécoutez les derniers hors-série qui ont eu lieu en début d'année. C'était juste avant que Amélie organise le premier séjour triathlon 100% féminin sur 3 jours dans le Tarn à 1 heure de Toulouse. Et bien là, samedi dernier, le 24 mai, elle organisait la première soirée Open Water. Cette fois-ci, c'était mixte. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des amateurs, il y avait des gens qui avaient jamais nagé en eau libre. Il y avait des gens même qui avaient pas vraiment encore beaucoup nagé et c'était quand même super sympa de se retrouver à une petite vingtaine de nageuses, de nageurs, encadrés par Amélie sur le canoë, qui faisait un petit peu attention à tout le monde, qui faisait aussi quelques belles prises de vue, donc vous pourrez aller voir ça sur son compte Insta. Et puis moi, juste avant de pouvoir commencer la session, eh bien Amélie nous avait fait la surprise d'inviter Marion Collard et Thibaut Collard, son frère, de Néo-Pro en triathlon, et j'ai pu leur tendre le micro. Donc je vous propose cet épisode spécial, j'espère que ça vous plaira, vous verrez, c'est super sympa, c'est super authentique, c'est presque imprévu, et puis surtout, j'ai tendu mon micro à ces deux néo-professionnels de triathlon. On entend les gens qui commencent à arriver, à se préparer pour aller se mettre à l'eau, on entend un petit peu de discussion, on entend les oiseaux qui chantent, on entend les clapotis de l'eau. Bref, vous êtes dans l'ambiance, amusez-vous, j'espère que vous passerez un bon épisode et puis n'hésitez pas à venir nous dire sur les réseaux sociaux ou même sur Spotify, mettre un petit commentaire si vous avez apprécié, ça nous fera plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Allez, salut les sportifs et les sportives, bon épisode et à très vite. Allez, déjà là, juste pour l'ambiance, donc on est au lac de... On est au lac du Plein de Verre de Castelnau de Montmirail avec la team Open Sky Moment. Merci Amélie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Amélie, vous pouvez aller écouter les épisodes précédents. J'ai déjà tendu quelques fois le micro, puis on a un petit peu parlé de tes séjours, etc. Mais aujourd'hui, on a des invités qui sont venus avec toi pour cette journée que tu organises de natation en eau libre. Notamment, je te passe le micro. Merci. Marion Collard, du coup, je suis nouvelle professionnelle dans le triathlon depuis quelques mois. Et j'ai commencé le triathlon il y a 1 an. Et avant le triathlon, tu faisais quoi ? J'ai fait 12 ans d'aviron en haut niveau et 3 ans de cyclisme. Ok. C'est pas mal, mais comment est-ce que du coup on bascule sur le triathlon ? Alors du cyclisme au triathlon, je vois bien, mais de l'aviron au cyclisme, ça s'est passé comment ? Du coup, j'étais la 3e française, donc moi dans ma catégorie, il n'y avait que les 2 premières qui allaient au JO. Donc j'étais la remplaçante et la coach voyait que je savais un peu faire du vélo, donc elle a voulu que j'aille faire des tests à l'INSEP avec la team piste, et en fait en allant faire des tests avec les coachs de l'équipe de France, ils m'ont dit en fait t'as le potentiel, donc vas-y rejoins la team si ça te tente. Donc j'ai rejoint la team France sur la piste au début pendant 1 an, et donc au début je faisais un peu les deux, et l'aviron et la piste, et à la fin de l'année il a quand même fallu que je fasse un petit choix. Du coup je suis partie sur le vélo et au bout de 1 an et demi de vélo, je suis passée pro en fait sur la route, parce que du coup ça correspondait quand même un peu plus à ma filière d'endurance que j'avais eue grâce à l'aviron. Et voilà. Ok, attends, tu passes de l'aviron à la piste, on a compris, de la piste à la route. Bon, tu t'entraînais quand même sur route pour te rendre compte que c'était un peu plus c'était un petit peu plus ce qui te correspondait. Oui, je m'entraînais quand même pas mal sur la route, et puis du coup j'étais quand même affiliée à un club route, donc de niveau national 2 à la base, et j'avais fait quelques courses avec eux, et en fait c'est en faisant les courses où on s'est dit en fait c'est plus là-dedans qu'il y a mon profil, donc voilà. Ok, donc ça c'est ton voyage vers le cyclisme, notamment de route, qui t'a emmené jusqu'où en compétition de cyclisme ? J'ai fait la première édition du Paris-Roubaix féminin. Et après, je me suis arrêtée avant la première édition du Tour de France, un peu de surcharge, surentraînement, etc. Donc voilà, j'étais pro dans l'équipe du Stade Rochelet et je me suis arrêtée là. Et après, comment est-ce que tu bascules vers le triathlon ? Alors ça, c'était plus pour la famille. C'est mon frère qui était dans une team de triathlon. Et donc lui, ça faisait déjà 3 ans, je crois, qu'il avait fait la reconversion de l'aviron jusqu'au triathlon. Il avait l'air de s'éclater et je me suis dit, en vrai, ça a l'air top. Au moins, il y a 3 sports, on se lasse pas, etc. Et je me suis dit, allez, let's go. Au moins, je pourrais m'entraîner avec mon frère. On va partager un nouveau truc dans lequel on est un peu tous les deux novices. Donc je m'étais dit, ça va être sympa. Et voilà. Et du coup, tu y vas et t'es piqué par le virus, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'y suis allée. Et en fait, 3 semaines après avoir commencé, j'ai fait ma première course.
Première course, premier podium, et je me suis dit, bon, en fait, c'est pas que du loisir quand même, j'aime toujours la compétition. Et en fait, petit à petit, ça a pris comme ça, et c'est comme ça que j'ai eu le quota pro, du coup, à la fin de la saison, et que j'ai rejoint la team, du coup, triathlon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu arbores un très très beau t-shirt. Il y a eu plusieurs de tes confrères, consoeurs de la team triathlon qui sont passés dans le podcast Devenir triathlète. Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? C'est toi qui les as sollicités? Comment est-ce que ça marche? Alors moi j'étais en contact avec David Lacombe déjà pendant la saison, donc en fait il m'a un petit peu aidé à me lancer aussi dans le triathlon en me sponsorisant un petit peu, en échangeant un peu de communication sur les réseaux par rapport au triathlon de Royan qu'il organisait. Et ensuite, comme ça a bien matché quand même aussi entre nous et qu'il a vu que j'étais motivée pour le triathlon et envie de continuer les compétitions, quand il a monté sa team, il a pensé à moi et voilà. Ça c'est cool. Et ça veut dire quoi, du coup, être triathlète professionnel? Sur du court, sur du moyen, sur du long? T'es rémunéré par qui? Si tu peux en parler, évidemment. Alors moi je fais du long, plutôt du half, donc c'est 2 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Pour l'instant, je suis sur cette distance-là. On verra à terme si je passe sur du full, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est un peu précoce quand même, avec une seule année dans les jambes. Et pro en triathlon, donc oui, là, David, donc, qui est manager de l'équipe, il nous rémunère un petit peu donc, pendant l'année. Et après, il nous aide surtout à trouver des sponsors avec la team. Donc ça, c'est quand même un gros gain au niveau du matériel, par exemple. Et après, c'est à nous aussi personnellement avec de monter un dossier de sponsoring et de chercher des sponsors perso. Ouais, le corollaire à tout ça, c'est comment est-ce qu'on vit quand on est triathlète professionnel uniquement avec les dons, les sponsoring des sponsors, des partenaires, avec le don de matériel, etc. Ou tu es obligé de prendre un boulot à côté. Comment tu t'organises? Alors moi je suis en thèse en cancérologie en fait au CNRS en parallèle. Donc c'est vrai que j'ai un cursus un peu particulier parce que c'est quand même assez prenant du coup les deux domaines, donc et la thèse et le triathlon de manière professionnelle. Mais c'est vrai que la plupart des gens, normalement, essayent de réussir à trouver suffisamment de financement pour en vivre au mieux possible, parce que c'est quand même hyper chronophage le triathlon, surtout longue distance. Donc ça demande beaucoup de temps d'entraînement, mais aussi il faut bien récupérer et penser à tout ce qu'il y a à côté de l'entraînement pour être performant sur les courses. Ok, ouais, donc du coup, tu es payé dans le cadre de ta thèse, et puis après, en parallèle, en plus de tes études et de préparer ta thèse, tu t'entraînes en tant que triathlète professionnel. Oui, c'est ça. Ouais, c'est aussi souvent, et c'est ce qu'on remarque chez les triathlètes professionnels, en tout cas les néo-pros, c'est qu'il y en a beaucoup qui le sont quand ils sont étudiants, même quand ils font des études longues, et puis après, une fois qu'il n'y a plus de bourse ou ils passent en statut postdoc, ça devient un petit peu plus difficile de pouvoir jongler avec tout, et puis surtout de pouvoir se rémunérer, quoi. C'est vrai que c'est difficile en fait de trouver un boulot où on peut s'entraîner suffisamment. Ça demande quand même beaucoup d'adaptation. Et puis pareil avec la vie perso, en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une vie familiale, etc., c'est très compliqué d'avoir et la vie familiale, et le boulot, et le sport. Donc voilà, c'est un compromis. Bon, l'avantage, c'est que les sportifs pros, et notamment les triathlètes, voulaient être jusqu'à 30, allez, 35 ans, peut-être un petit peu plus tard encore si tu fais du long. C'est encore l'âge de te lancer dans une vie de famille, non? Oui, ça on verra un petit peu pour la vie de famille, mais c'est vrai que pour le triathlon pour l'instant c'est bien parce que c'est un sport à maturité tardive quand même, surtout donc oui, comme tu disais dans les longues distances. Donc on verra le temps que je me laisse aussi pour cette partie-là, mais ouais. Ouais, du coup, ça se fait pas, mais je t'ai pas demandé ton âge, ni celui de ton frère, parce que tu as parlé de ton frère, tu as dit que ça faisait déjà 3 ans qu'il avait pris de l'avance sur toi dans le triathlon, donc vous avez quel âge tous les deux? Moi j'ai 29 ans et il a 4 ans de plus que moi, donc 33. Ouais, c'est ça. On n'est pas trop mauvais en maths. Et du coup, se lancer dans le triathlon professionnel à 29 ans, c'est un pari risqué aussi, osé. Risqué pourquoi? Parce que on commence un peu plus jeune en général. Là, on regarde, si on prend par exemple Sam Ledlow, qui est un des plus jeunes français sur très longue distance, il était sur Ironman à 22 ans, quoi. Ouais, après, moi je profite un peu des opportunités. Je pense que l'aviron m'a apporté un gros bagage quand même d'endurance et sportif. Donc je profite un peu en fait de ces années d'aviron qui m'ont apporté quand même un gros cardio. Et après, c'est sûr que je vois bien que j'ai des lacunes, que ce soit dans les transitions, surtout en natation, parce que commencer la natation, on va dire réellement il y a 6 mois que je m'y suis mise, donc c'est sûr qu'en natation je prends 15 minutes, donc il faut combler ça. Après c'est un nouveau challenge et je trouve ça aussi hyper stimulant de se dire de toute façon je pars de zéro et je peux que progresser et gagner là-dedans, donc c'est hyper cool.
Ouais, je te taquinais un petit peu, mais c'est vrai que de toute façon, tu as déjà tout le background de sportif de haut niveau d'avant. Je prenais l'exemple de Sam, qui est un exemple extrême, mais lui, il a commencé le triathlon avec son père qui était déjà triathlète, déjà entraîneur, déjà nageur, quand il avait 3 ans. Donc, à 23 ans, quand il gagne, il avait déjà 20 ans de carrière de triathlon dans les jambes. Bon, toi, tu n'avais pas du tri, mais tu avais d'autres carrières de sportifs de haut niveau. Et tu vois comment la suite, justement, à 35, 40 ans est-ce que, alors tu disais tout à l'heure, peut-être que tu passeras sur du full, mais au niveau sportif, dans tous les cas, que tu en fasses ton métier ou pas, comment est-ce que tu te vois continuer, progresser, continuer à performer? Pour l'instant, j'essaye vraiment de voir saison après saison parce que, voilà, comme je disais, ça prend quand même beaucoup de temps. J'ai envie que le sport fasse partie de mon équilibre. Donc pour l'instant, c'est un équilibre que j'ai l'impression d'avoir trouvé. Après, je sais que c'est assez fragile comme équilibre, donc je veux pas me mettre de pression là-dessus. Je vois au fur et à mesure du temps comment ça se passe et comment ça évolue aussi personnellement. Pour l'instant, c'est du kiff et c'est un bon équilibre, donc je profite. J'espère continuer peut-être jusqu'à la fin de ma thèse, en tout cas d'être triathlète professionnel. Et après, on verra ce qui se passe aussi en fonction des résultats, si ça suit ou pas. Ouais, là, tu es parti sur une thèse longue. Tu finis dans combien de temps? Plus ou moins, on ne sait jamais vraiment quand ça finit. Mais... c'est un financement de 3 ans. Donc là, je suis dans ma première année. Donc il me reste encore un peu plus de 2 ans. Ouais, donc c'est ta première année pour pas mal de choses. Le tri, la thèse, tu fais pas les choses à moitié. Ouais, là, c'est plein de nouveaux défis dans tous les sens, mais franchement, c'est cool. Bon, aujourd'hui, je le disais en intro, on est sur, alors pas une journée, mais une après-midi nage libre, une soirée nage libre. À ton avis, ça va être quoi le programme? Et puis toi, tu recherches quoi dans ce genre de rendez-vous, de rencontres? Alors le programme, je crois que ça va être d'avoir un peu des petits tips pour la natation en eau libre. Donc on a la chance, je crois, d'être avec un spécialiste. Et c'est vrai que, comme je disais, moi, c'est vraiment mon point faible, la natation. Donc là, je suis à la recherche de petits conseils pour essayer de grappiller des secondes, entre guillemets, facilement. Et après, moi, j'adore le partage, en fait, dans le sport. Donc c'est vrai que je trouve ça aussi super bien qu'il y ait un événement comme ça où on puisse se retrouver autour de passionnés, en fait, du sport. Donc là, sûrement du triathlon et la natation. Donc voilà, c'est plein de moments hyper enrichissants. Donc voilà. Excellent. Ouais, le spécialiste dont tu parlais, on l'entend peut-être un petit peu là dans le micro, c'est Yves-Antoine Guigou qu'on a déjà eu sur le podcast aussi. Je te propose qu'on aille tendre le micro à ton frère qui a l'air un petit peu plus timide, mais on va aller l'embêter un peu. Salut, on vient t'embêter un petit peu. J'ai déjà un petit peu parlé avec ta sœur, je te laisse te présenter. Ouais, je m'appelle Thibaut Collard, donc j'ai 33 ans. Je fais du triathlon, j'ai décroché ma certification pro assez récemment pour faire les courses sur la Belle Ironman et Challenge en groupe élite. Et je viens de l'Aviron où j'ai été médaillé de bronze à Rio en 2016. Ouais, donc le pédigré est quand même pas mal. Ouais, plutôt pas mal, je connais un peu le sport. C'est quelque chose que je fais depuis un moment maintenant. Et puis j'aime beaucoup m'entraîner évidemment, mais aussi faire des compétitions à plus haut niveau possible. Et voilà, me dépasser, chercher toujours à progresser au travers du sport, quoi. Bon, ta sœur, elle a un petit peu vendu la mèche. Déjà, elle nous a dit que tu avais pris un peu d'avance sur elle pour la pratique du triathlon et que c'était un petit peu à cause ou grâce à toi qu'elle s'y était mise aussi. Toi, comment est-ce que tu t'es passé de l'aviron au triathlon? Oui, moi j'ai commencé depuis quelques années par rapport à elle où elle a commencé l'an dernier. À la base, je préparais les Jeux de Tokyo en aviron du coup, où j'ai fait une fracture de fatigue un petit peu avant les sélections et du coup je me suis fait un peu écarter par rapport à ça. Et je venais aussi une période où c'était après le Covid, où c'était aussi un peu compliqué. On avait passé une Olympiade entre Rio et Tokyo qui était assez stressante mentalement et qui était assez épuisante. Et je m'étais senti de faire vu que j'avais fait la blessure, de partir sur une année de césure en termes de sportif aviron. Et je me suis dit, pour garder la condition physique, il faut quand même que je fasse un autre sport. J'aimais bien courir, j'aimais bien faire du vélo. Et je me suis dit, on va se faire quelques triathlons cette saison. Et puis ça permettra de garder la caisse et rattaquer en septembre 2021 la saison aviron. Et au final, avec ma copine de l'époque, on s'était inscrit sur le 73 de Tallinn. Et je décrochais la qualification pour les mondiaux en amateur. Un an plus tard, et je m'étais dit de faire au moins jusqu'aux mondiaux et puis voir comment ça se passe. Puis finalement j'ai vachement accroché, j'ai adoré quoi. Vraiment je suis tombé amoureux de cette discipline sportive du triathlon. Et en fait en septembre, au lieu de rattaquer l'aviron, j'ai dit je raccroche les rames et puis je me mets au triathlon à la base vraiment pour m'amuser parce que ça me plaisait beaucoup. Je pense qu'il y a forcément le côté compétitif et le côté sportif de haut niveau qui rentre aussi un peu derrière, qui m'a poussé aussi à me dépasser et à aller chercher toutes les optimisations qu'on connaît dans le triathlon.
Et puis c'est là-dedans que je me suis embarqué avec cet équilibre pour moi personnel entre le sport, les études et puis le côté pro où après j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur data. Et c'est là-dedans aussi que j'ai composé ma vie et puis mon équilibre personnel qui m'a beaucoup plu et qui me plaît beaucoup encore aujourd'hui. Bon, voilà, encore un autre qui a été piqué par le virus. Moi, c'était en 96, un petit peu avant vous. Donc, je comprends tout à fait de quoi tu parles. Et puis, c'est encore bien la preuve, au-delà de ta sœur, mais aussi d'autres invités que j'ai eu sur le podcast, qu'on peut passer d'un sport à un autre, même si ils ne se ressemblent pas forcément tous. En revanche, tu avais déjà la caisse, l'expérience du sportif de haut niveau. C'est peut-être ça aussi qui, sur ton premier 73, t'a permis d'aller décrocher direct une qualif. Oui, c'est sûr que j'ai surfé sur la condition physique de ce que j'avais pu voir aussi dans le haut niveau. Je pense que c'était aussi... je suis arrivé sur cette course-là avec beaucoup de détachement parce que c'était vraiment le côté, pas de pression de résultat, juste y aller pour l'envie. Et puis vraiment, j'étais pas suivi avec un programme particulier. Je faisais mon entraînement en perso avec mon expérience. Donc c'est aussi ce détachement qui m'avait poussé à y aller et puis à aller à fond pour voir pour voir ce qui se passe à l'arrivée, quoi. Donc c'est sûr que c'était différent des courses d'aviron avec la pression qu'on peut connaître d'une saison olympique ou d'une prépa, avec des enjeux assez importants, avec des échéances à coup près. Et c'est vrai que là, ça me permettait de garder cet univers sportif et compétitif, mais vraiment avec ce levier très personnel et individuel d'y aller pour soi et rien que pour soi, quoi. Ouais, puis surtout que tu parlais de Tokyo, c'est juste une Olympiade qui a en plus été décalée d'un an. Donc ça rajoutait un an de plus à la pression sur une campagne olympique déjà bien longue. Ouais, c'est clair. Et après, tous les athlètes ont vécu les choses différemment sur Tokyo. Mais c'est vrai que moi, j'arrivais aussi à un moment où je commençais à m'essouffler, où j'avais besoin d'oxygène et de respirer. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi de faire un peu la coupure sur cette saison-là. Et mais toujours avec cette arrière-pensée d'aller à Paris. Bon, finalement, j'y suis pas allé, mais au final, le triathlon avait vraiment ce levier de garder la condition physique, de continuer à s'épanouir dans le sport. Et ce qui était aussi très important pour moi mentalement et que j'ai énormément aimé par rapport à ça, quoi. D'ailleurs, une petite question que j'aurais pu vous poser à tous les deux, mais l'aviron, ça reste quand même un sport très explosif. Pourquoi toi être parti sur du long, enfin sur du Half Ironman, Marion sur du peut-être un petit peu plus court, mais ça reste quand même beaucoup plus long qu'un effort d'aviron. Donc pourquoi et comment vous avez géré ça? Tiens, je te retends le micro. C'est pas tant de l'explosivité, moi je trouve à l'aviron, c'est vrai qu'on travaille quand même beaucoup dans des grosses zones d'endurance assez poussées. En fait, c'est quand même des entraînements d'1h30, 2 heures. Et donc on a quand même justement une grosse caisse d'endurance. Et après, sur du court, il faut être très... Je pense que justement c'est plus facile quand on a commencé le triathlon assez tôt parce qu'il faut être très rapide et en natation, donc il faut avoir l'habitude de nager, ce que nous on n'a pas. Et proportionnellement, les distances entre natation et vélo, entre le court et le half, c'est plus intéressant pour nous aussi sur le half. En plus, il n'y a pas de draft sur le half, donc ça permet d'exprimer plus nos qualités d'endurance qu'on peut avoir sur le vélo. Alors que cette qualité-là de cycliste qu'on peut avoir on pourrait pas le développer sur du M par exemple parce qu'il y a le draft autorisé. Et pour toi, Thibaut? Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup les gens ont aussi un peu du mal à se rendre compte physiologiquement ce qui se passe dans une course d'aviron. C'est vrai que c'est un effort sur un 8, c'est sous les 6 minutes et en bateau individuel, on va s'approcher des 8 minutes, notamment chez les femmes. Mais c'est vrai que en fait, l'effort... le fait que ce soit un sport d'endurance musculaire, on se rend pas compte que vu que l'effort est court, on pense que ça va être vraiment de l'explosivité, mais en fait les principales filières énergétiques qui sont utilisées en aviron, ça reste de l'aérobie en fait. Et en fait la constituante principale d'une course d'aviron, c'est 80% d'aérobie, et c'est ça en fait qui fait qu'on est obligé de faire un entraînement qui est basé sur de l'endurance, et pourquoi on arrive à transférer ces qualités-là aussi facilement entre guillemets sur un sport comme le vélo ou comme sur le triathlon longue distance, quoi. Ouais, c'est comme dans le tri, quoi. C'est que vous commencez vite, vous accélérez au milieu, mais en endurance, et puis vous finissez à fond, c'est ça? Ouais. Alors c'était Jean-Christophe Rolland, il disait d'une course d'aviron que c'était un peu la gestion de l'épuisement. Sur le triathlon, pour le coup, sur des courses de 4 heures, on est plus quand même sur la gestion d'effort. Mais il y a quand même cette dimension mentale, on le sait tous en tant que triathlète et en tant que sportif d'endurance. Il y a eu un moment où on est obligé de se battre contre la tête qui veut arrêter, contre la douleur musculaire qui arrive assez tôt dans la course. Et donc il y a toute cette gestion énergétique à avoir et à aborder et à appréhender, évidemment. Parce que autant une course d'aviron, ça brûle énormément, autant une course de triathlon, c'est aussi très dur physiquement. Et à un moment donné, le mental doit prendre le dessus sur le physique pour aller au bout des choses et délivrer la meilleure performance possible, quoi.
Et puis au-delà des sports qui sont différents, vous avez dû aussi apprendre les transitions, les ravitaux, l'alimentation en course, ce que j'imagine vous faisiez peut-être à l'entraînement en aviron, mais pas forcément en compétition. Ouais, carrément. Alors ça c'est forcément la quatrième discipline du triathlon, l'alimentation et la nutrition. Plus la cinquième qui est le sommeil, plus la sixième qui est... Mais c'est des choses qui sont aussi abordées dans tous les sports de haut niveau finalement quand on doit constituer en fait le socle de la performance avec le sommeil, hydratation, alimentation, et effectivement il faut pouvoir s'alimenter en triathlon, donc ça c'est des choses qu'il faut aussi s'habituer. Et finalement le système digestif c'est aussi un muscle qu'il faut savoir entraîner, donc on doit aussi l'entraîner à l'entraînement sur notamment des quantités de glucides à prendre par heure qui sont aussi assez importantes, et mettre un protocole en place au même titre que l'entraînement, notamment. Pour ma part, j'ai beaucoup appris aussi au niveau de la course à pied, parce que c'est un sport qui amène beaucoup de blessures, où il faut monter, faut avoir une charge progressive. Et donc au même titre que ça, l'alimentation, il faut tester à l'entraînement et monter progressivement le dosage glucidique pour pouvoir après l'assimiler en course et que ça se passe bien, sans problème, et qu'on arrive au bout de la performance à la fin de la course, quoi. Et puis surtout, course à pied, sport à impact, ce que vous n'aviez pas en aviron, et puis ce qu'il n'y a pas sur les deux premières disciplines du triathlon. Ouais, c'était très compliqué, très compliqué. C'est un sport qui est un peu traumatisant du fait que ce soit un sport pliométrique. On avait la chance, entre guillemets, en aviron de faire quand même pas mal de musculation, et donc notamment on avait quelques ateliers un peu qui utilisaient de la pliométrie, et ça permettait de renforcer aussi un peu les tendons, les muscles, etc. Mais c'est vrai que le gros bémol, je dirais, entre un rameur qui se met à courir pour faire du triathlon ou de la course à pied, c'est que les muscles au niveau des mollets, des tendons d'Achille, ils sont quand même relativement sous-développés par rapport aux quadris qu'on développe majoritairement en aviron, et du coup il y a vraiment un déséquilibre musculaire entre le système cardiovasculaire qui est quand même très développé en aviron, au même titre que le triathlon, et la chaîne postérieure, surtout au niveau des mollets, qui est elle pour le coup assez faible, et c'est un peu elle qui casse en premier quand on arrive d'un sport comme l'aviron à la course à pied, quoi. Et du coup, tiens, je te retends le micro, Marion, comment est-ce qu'on travaille cette transition et le fait de travailler beaucoup plus la chaîne postérieure qu'en aviron? Là j'y travaille encore, parce que encore cette année du coup je me suis blessée, j'ai eu 3 fractures de fatigue, donc maintenant que j'ai le meilleur coach possible, donc mon frère, normalement je compte en fait sur lui pour me faire le programme adapté et essayer de me blesser le moins possible, donc pour l'instant ça a l'air de fonctionner, donc on touche du bois. Félicitations. Et toi, du coup, Thibaut, tu t'entraînes tout seul ou t'es encadré par quelqu'un d'autre? Ouais, cette année, j'ai préféré partir m'entraîner tout seul. Donc forcément, j'ai été coaché un peu sur l'année précédente par un entraîneur. Donc j'ai aussi un peu l'expérience d'être suivi de ma carrière de l'aviron, plus un peu en triathlon pendant une saison où j'avais été suivi. Et donc mélangé à tout à ça, je fais mon programme à ma sauce. Et puis je pense que le sport de haut niveau m'a aussi beaucoup appris à me connaître. Après, on sait très bien que dans le sport, il n'y a jamais rien d'acquis, et qu'il faut toujours évoluer avec beaucoup d'agilité et beaucoup d'adaptation. Donc c'est un peu cette vision-là que j'ai sur mes entraînements, et puis toujours chercher à s'épanouir et à s'amuser à l'entraînement et aussi en compétition. Je pense que c'est le maître mot à n'importe quel niveau, que ce soit niveau débutant, niveau professionnel et même niveau olympique. Je pense que c'est toujours le leitmotiv d'apprécier sa discipline sportive et de prendre du plaisir. Pour moi, c'est primordial. Et je pense que quand on fait ça, on arrive aussi à progresser aussi plus vite, et c'est encore plus bénéfique pour tout, pour la vie, pour le sport, pour l'à côté du sport, pour son environnement. Et moi, c'est vraiment là-dedans que je m'inscris aujourd'hui, quoi. Tu nous disais tout à l'heure que tu as commencé il n'y a pas longtemps ta carrière professionnelle en tant qu'ingénieur data. Du coup, les data, c'est ton truc. Tu t'en sers notamment pour ton entraînement et l'entraînement de ta sœur? Ouais, c'est quelque chose... Je dirais pas que c'est important. Enfin, on voit aujourd'hui dans le sport de haut niveau que ça prend une place de plus en plus importante, justement, parce que le sport, la compétition, elle est devenue de plus en plus féroce, et on voit que tous les écarts sportifs sont de plus en plus restreints. C'est vraiment un levier qui est intéressant à prendre en compte dans la performance de haut niveau compétitif, dans une approche... on va dire une approche très compétitive.
Après, moi j'aime bien aussi de dire qu'on travaille avec un facteur humain et que le facteur humain, il y a aussi le ressenti de l'athlète, le ressenti du coach qui peut voir sur l'aspect technique des choses, etc. Et du coup, il faut réussir à mêler tout ça. Et je pense que j'ai eu la chance aussi de travailler un peu la fédération d'aviron dans ma carrière professionnelle, donc après mes études. De côtoyer aussi c'est le côté entraîneur, le côté prépa physique, etc. Donc ça permet aussi de bien prendre en compte tous les tenants et aboutissants de la performance. Et c'est vrai que la donnée est importante, mais on est quand même on travaille avec du facteur humain et ça il faut pas l'oublier, quoi. Et des fois à mettre le nez trop dans l'écran et trop dans les données, on oublie un peu la corrélation avec le terrain, et ça c'est important de rester terre à terre et de se dire que l'athlète des fois il y a des choses qui sont pas explicables par les données, ou en tout cas il faudrait même aller beaucoup trop loin dans les capteurs, et c'est délétère aussi pour l'épanouissement de l'entraîneur entraîné, dans l'athlète et de l'entraîneur. Et c'est pour ça que les échanges ils sont aussi très importants, juste l'échange humain qui reste pour moi le socle de la performance, quoi. Ouais, et puis tu parles pas mal de la performance. Alors oui, je suis d'accord avec toi, la data peut beaucoup aider à la performance, mais j'aime bien faire le petit spoiler que je fais souvent dans le podcast, c'est que pour les amateurs, ça peut être sympa de regarder ces datas, mais il ne faut pas non plus être tout le temps rivé sur les datas. C'est apprendre à s'écouter soi-même, puis regarder autour de soi, quoi. On fait, en tout cas pour le triathlon ou le swimrun, on fait une discipline en extérieur, profiter du paysage, quoi, les gars. Ouais, carrément, je suis complètement d'accord. Moi, c'est des choses aussi que j'ai un peu appris par mes échecs personnels, d'être rivé un peu sur le carnet d'entraînement, de se dire en aviron, on avait un carnet d'entraînement où quand on est jeune, on est toujours très motivé. Quand on débute, on est toujours très motivé. On se dit il faut faire plus la semaine S+1, faire plus que la semaine S-1, etc. Donc il y a un moment donné aussi, on part trop dans ce comparatif-là et on oublie juste l'essentiel qui est juste de profiter. Et puis c'est ce que tu dis, lever la tête du guidon et regarder le paysage, profiter de l'air libre et travailler aussi beaucoup avec les sensations qui sont pour moi aussi un indicateur qui est difficile à quantifier mais qui reste primordial quand on fait du sport à n'importe quel niveau, quoi. Bon, je te poserai pas la question du coup des lunettes connectées où tu as toutes tes infos pendant que tu nages. Ouais, si, moi j'utilise ça, c'est sûr que ça fait sur les longues séries, en tout cas je trouve ça intéressant, mais il faut avoir un peu la maturité sportive pour pas prendre ça que en compte et se dire que c'est vraiment un indicateur et que le chrono c'est rigolo de le voir bouger, mais que pour le faire bouger il faut se concentrer d'abord avant tout sur la glisse, sur la technique, sur la propulsion pour la natation, et surtout que c'est des sports qui sont très qui sont très techniques et qui ont besoin justement de ressenti, et que l'athlète il a besoin de feeling, quoi. Et pour ça, en fait, le chrono, il faut le prendre dans le bon sens, quoi. C'est d'abord se concentrer sur l'aspect technique, sur l'efficacité, l'efficience, et après le chrono il bouge, plutôt que de travailler à chercher à faire tomber le chrono au travers de la condition physique, qui fait qu'on va créer aussi des défauts, et qui après ces défauts-là vont s'ancrer parce qu'on est habitué à faire ça, et on n'est plus en corrélation justement avec la glisse, qui reste pour l'aviron et pour la natation l'importance du sport, quoi. Comme on dit aux enfants, c'est pas les chaussures qui font courir vite, mais c'est surtout les jambes. Marion, toi de ton côté, tu nous disais que tu fais une thèse en cancérologie. Est-ce que justement il y a des transferts entre tes études, ce que tu fais au travail et ta pratique sportive ? Alors il y a un petit peu de corrélation dans le sens où la recherche ça reste un milieu compétitif, donc il faut quand même être les premiers à trouver les nouveautés, à les publier, et la fiabilité aussi du coup justement des datas qu'on va publier. Donc il y a un peu cette corrélation là d'être les premiers à trouver les datas. Et après, par rapport à la cancérologie, oui, il y a tout l'aspect en fait bien-être, importance de se bouger, etc. Et c'est vrai que moi, dans le futur, j'aimerais bien justement trouver un lien entre sport, santé, développer cet axe-là et montrer aux gens que en fait, se bouger c'est important. C'est pas forcément que du haut niveau, c'est pas forcément aller chercher tout le temps des perfs, des datas plus impressionnantes à montrer sur Strava ou autre. Mais c'est prendre soin de soi, et en fait, c'est hyper important pour soi, pour sa famille et pour tout en fait. Merci. J'ai une dernière question, c'est comme ça que je finis en général mes épisodes de podcast. On va laisser la primeur à ta sœur quand même. Elle est toute simple, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Donc Marion, à ton avis, comment est-ce qu'on fait pour devenir triathlète ? Surtout que toi, ça date de pas très longtemps. Je crois qu'il faut juste se lancer, s'inscrire par exemple sur un petit triathlon, je sais pas, avec des collègues par exemple. Moi j'ai fait commencer mes collègues comme ça pour s'amuser, et en fait hop ça prend, et une fois qu'on a essayé, je trouve que c'est difficile d'en décrocher. Bon, et toi Thibaut ? Ouais, moi je pense c'est le côté un peu challengeant de la discipline qui donne envie en tout cas de faire le premier pas.
Et puis, je pense aussi c'est réussir à sortir de sa zone de confort qui permet de s'étonner en fait de ce qu'on est capable de faire, des choses auxquelles on s'attendait pas forcément, et se dire que en fait, c'est une certaine forme de pression, hein, même pour un débutant, et que cette pression-là, en fait, c'est vraiment un privilège et que ça permet de découvrir de nouvelles choses et d'arriver dans un environnement dans lequel on ne pensait pas être capable de s'exprimer. Merci à tous les deux. Dernière question, où est-ce qu'on vous retrouve, où est-ce qu'on vous suit, où est-ce qu'on vous encourage sur les réseaux ? J'essaie de développer un peu ma page Insta. Il y a aussi Strava où je poste aujourd'hui tous mes entraînements. Et puis les prochaines courses, assez récemment, ça va être Aubernais, après Nice et Montauban avec Goryaman. Donc ça va faire un bel enchaînement sur format L. Et donc voilà. Super, on se reverra peut-être au Goryaman. Et toi, Marion ? Pareil, du coup, on fait les mêmes courses avec Thibaut, donc ça va être top. Et plutôt sur Instagram aussi, où là, j'essaye un peu d'activer un peu mon compte. Et on a un peu pour projet, peut-être avec Thibaut, de développer un peu une page commune, de développer le fait qu'on soit frères et sœurs, qu'en plus il me coach et que on soit tous les deux d'un autre milieu sportif et qu'on débarque dans le triathlon. Super, et puis on te retrouve aussi sur la page de Triathlon et avec tous les autres athlètes de la team. Ouais, effectivement. Merci. Ciao. Merci beaucoup. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!